Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste. En partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous et bienvenue pour le 5e rendez-vous de la 4e saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Aujourd'hui avec Frédéric et Johanna. On est à Nantes, on est toujours dans l'Ouest. Et avant de commencer ce rendez-vous qu'on a voulu consacrer à la biodiversité, sous tous ses aspects, un petit mot sur effectivement la situation là, qui nous préoccupe tous, ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors c'est des sujets qu'on a déjà abordés l'année dernière dans le premier rendez-vous, d'ailleurs la question de l'énergie, puisqu'il y avait déjà des tensions sur le marché de l'énergie avec de l'azote en fait, qui s'était envolé. Là, la situation empire parce que bien sûr le prix de l'énergie ne veut pas aller vers la baisse. On a aussi une tension sur les cours. Et si en fait l'explosion du cours des céréales est peut-être une chance à court terme pour les agriculteurs avec des prix extrêmement élevés qui redonnent bien en fait le côté fondamental de l'alimentation et de l'agriculture dans nos sociétés, c'est aussi quelque chose d'assez préoccupant. On sait que notamment beaucoup de pays, notamment dans le Maghreb et le Moyen-Orient, sont très très dépendants du blé qui peut être produit en Europe ou sur la mer Noire, en Ukraine et en Russie. Et voilà, tout ça est source de tension et ça remet bien la question agricole, non pas au sein de quelque chose de fumeux, sur l'agroécologie, etc., mais bien en fait comme un sujet central du XXIe siècle, ce qu'on ne cesse pas de répéter. Alors avant qu'on présente le sujet du jour, Frédéric, est-ce que tu as un mot à dire sur cette situation ? Je vais reprendre un petit peu ce qu'on disait dans les précédents webinaires et d'inviter les personnes qui le souhaitent à relire le dernier point de vue que j'ai écrit sur le dernier TCS, qui a été écrit avant l'invasion de l'Ukraine, que c'est l'énergie qui risque de redessiner notre façon de produire, voire notre façon de vivre. Et ça va certainement redonner une place presque pas principale, mais hyper importante à l'agriculture. Je rappelle que quand on regarde le retour sur investissement énergétique de l'agriculture, en 1880, on était pratiquement à 1 pour 8, c'est-à-dire que 3/4 de la population paysanne arrivait à subvenir aux besoins énergétiques de la population. Un besoin énergétique, c'était la nourriture à cette époque-là. 100% énergie renouvelable, mais on était avec un niveau de 1 pour 8 en retour sur investissement. Aujourd'hui, on est sur un retour sur investissement de 1 pour 4, c'est-à-dire que lorsqu'on met une unité énergie dans l'agriculture française, on en retire à peu près 4. La majorité est bien sûr de l'alimentation. Il y a un peu de bioénergie qui vient en complément. Cela veut dire que si on continue d'avancer dans le sens dont on fait la promotion d'être plus efficace en matière de production et de consommation d'énergie par la limitation de la mécanisation, la limitation des dépenses énergétiques pour la faire tourner, mais également la dépense en engrais, et entre autres engrais azotés, sur lequel on peut bien travailler. On l'a monté à plusieurs reprises. On peut certainement avoir une activité agricole qui arrive avec une efficience énergétique de 1 pour 5, 1 pour 6, voire 1 pour 7, voire on peut augmenter, ce qui permettrait de dériver assez facilement un petit pourcentage pour faire tourner la machine et de retrouver, comme à l'époque où c'était des chevaux et des humains qui faisaient travailler l'agriculture et où on était 100% renouvelable grâce à la photosynthèse, retrouver avec, disons, les connaissances et la mécanisation d'aujourd'hui, la même autonomie, mais avec une productivité qui permet d'alimenter une population beaucoup plus importante. Et en fait, la situation actuelle
va malheureusement hâter un petit peu cette transition. Mais on y va à vitesse grand V. On peut résumer, la photosynthèse, c'est l'indépendance. Oui, on a la chance d'avoir un pays vaste, qui est relativement bien arrosé, avec un climat assez stable, qui peut produire un maximum de photosynthèse, alors que ce soit en agriculture ou que ce soit en forêt, puisqu'on a une grande quantité de zones boisées, et donc qui peut assurer une certaine indépendance du pays sur les productions stratégiques, que ce soit l'alimentation ou l'énergie, ce qui est malheureusement pas le cas des pays du bassin méditerranéen et autres, comme tu le disais dans l'introduction, où là, du blé à 400 € la tonne, c'est aller au-devant de situations très, très tendues, et c'est même dangereux. On va arrêter sur ce chapitre-là. Juste un petit mot de sympathie à nos amis agriculteurs et agronomes ukrainiens qui sont dans des conditions très difficiles. On pense bien à eux. On change de sujet, on tourne la page. Aujourd'hui, on souhaitait parler de biodiversité sous divers aspects. Alors, on sait que la biodiversité, c'est important, mais en quoi est-ce que c'est important pour l'agriculture? Donc, on va développer un petit peu là-dessus. Et j'aimerais commencer par un sujet qui peut sembler anecdotique et qui ne l'est pas, qui est le sujet de la biodiversité au service de la gestion de la faune sauvage. Alors, la question des dégâts de gibier, notamment de grand gibier, et si on veut aller un peu plus loin chez toi, des dégâts de sanglier, c'est en fait un réel problème agricole. Les chasseurs n'arrivent plus à le gérer. Ils ont demandé d'ailleurs en fait une révision de la loi de solidarité entre les chasseurs et les agriculteurs, parce qu'en fait ils n'arrivent plus à gérer le problème. Alors, il y a énormément d'aspects là-dedans. Il y a de moins en moins de chasseurs, de plus en plus âgés, de plus en plus de restrictions, etc. etc. Mais on observe une véritable explosion en fait, des populations de grands gibiers, donc sangliers, cervidés, etc. Et tu as trouvé, toi, donc, au cœur de la Sologne, qui est une région qui est particulièrement concernée par la chasse, en fait, une solution assez originale pour le contourner. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous expliquer quel est ton problème sanglier ? Oui, souvent lorsque je présente ma ferme au cœur de la Sologne, j'ai tendance à dire que j'ai 3 challenges ou 3 défis importants. Le premier, c'est la faible productivité des sols qui rejoint tout de suite le côté de la viabilité économique de l'exploitation agricole. Le deuxième, c'est que j'habite pas sur la ferme, mais j'habite à 300 km, et donc la gestion d'un site agricole n'est pas sans poser de soucis lorsqu'on est éloigné. Et le troisième, c'est la biodiversité. Et une partie de la biodiversité qui m'ennuie beaucoup, c'est les sangliers qui, en fait, dévastent les cultures, me détruisent un petit peu l'organisation du terrain que je ne souhaiterais pas toucher, viennent consommer mes vers de terre, et en même temps que les dégâts des récoltes, cette année, enfin pour l'année 2021, l'expertise de la Fédération du Loir-et-Cher a estimé que j'avais 70 tonnes de maïs par terre, donc ça fait entre 7 et 8 camions quand même de maïs qui n'ont pas été livrés. J'ai reçu une indemnité de la Fédération des chasseurs pour ces tonnes de maïs, mais comme je leur explique, je suis avant tout agriculteur. Je ne cultive pas pour recevoir de l'argent d'une assurance ou des chasseurs. Je cultive avant tout pour nourrir des humains et nourrir des animaux d'élevage, etc. Et donc, au-delà de cette destruction de récolte, ça m'ennuie aussi au niveau des herbages, parce qu'en fait, c'est des ronds dans les champs qui sont perturbés, où je vais avoir des adventices, et qui augmentent mes coûts de production.
Ouais, pour reboucler avec le sujet d'avant, 70 tonnes en fait qui n'ont pas été produits, mais sur lesquels on a investi en fait du temps, de la surface et de l'énergie des intrants, et ben en fait un manque à gagner et c'est une extensification, une dilapidation, un gâchis d'énergie. Tout à fait, tout à fait. C'est une dilapidation d'énergie parce que c'est une perte de productivité qu'on voit aujourd'hui qui va être importante. Et c'est aussi une dépense qui est consacrée par les chasseurs, voire même un peu la communauté pour me rembourser du manque à gagner. Et puis au-delà de ça, il y a toutes les frustrations qu'un agriculteur peut avoir de voir son travail saccagé. Lorsque j'explique ça à des amis non agriculteurs, mais imagine que tu es en train de construire ta maison, tu as monté tes murs, tu es en train de monter ta charpente, tu te vois déjà habiter dedans, et puis tu arrives un matin, c'est un tas de pierres avec un tas de bois, et il va falloir recommencer, même si on te dit on va te payer le travail supplémentaire, c'est énormément de frustration. Alors la manière la plus directe de soigner ce problème-là, c'est de faire des injections de plomb hypodermique dans le cuir des sangliers. Donc c'est de faire une pression sur eux par de la chasse, donc des battues, de l'affût, etc. Je pense que c'est quelque chose que tu as essayé. Comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à retourner le problème et de faire de ce problème-là, ce problème de sanglier, une opportunité pour ton écosystème ferme? Mais, disons, mon père avait une excellente expression, hein. Il me disait toujours, si tu as des sangliers, c'est une carence en plomb. Et donc, je conserve cette expression-là. Et en fait, c'est grâce à quelques collègues qui m'ont suggéré de penser différemment ma position anti-sanglier et d'essayer d'adapter d'une certaine manière la vision système que j'avais en matière de gestion de la qualité du sol, gestion de la biodiversité, globalement l'approche système que je développais avec l'agriculture de conservation. Et donc, comment ça marche ? Donc on a commencé, suite à une grosse attaque de sangliers, à réunir sur la ferme les propriétaires fonciers, parce qu'il y a des grosses propriétés qui m'entourent, mais qui me louent des terres, qui sont chasseurs. Réunir également la fédération, pas la fédération des chasseurs, mais l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, anciennement l'Office français de la faune sauvage. De réunir également des gens qui s'occupaient un peu plus de la biodiversité, et entre autres Cécile Valigora qui s'occupait des aménagements de bord de champ, Johanna qui est avec nous cet après-midi, qui s'occupait plutôt de la partie insectes et biodiversité dans les parcelles et les bords de champ, des apiculteurs, des chasseurs, et de voir un petit peu comment on pouvait réorganiser un petit peu l'affaire. Et en fait, d'un commun accord, on s'est aperçu qu'en fait, le sanglier n'était pas seulement un prédateur pour les cultures, et c'était aussi un prédateur du petit gibier, des faisans, des canards, voire des lapins, des lièvres. C'est un omnivore et qui, en fonction de ses déplacements et de ses rencontres, va consommer les premières choses et les plus faciles qu'il va rencontrer. Et en fait, souvent, les gens pensent que c'est le renard qui est le plus impactant sur le petit gibier et que le petit gibier a disparu de Sologne parce que le renard avait pris place, alors que c'est, pour ma part, et je constate de plus en plus que c'est l'envahissement du sanglier qui a un petit peu fait sortir les faisans, les perdrix, les lapins de mon paysage de Sologne. On peut faire le parallèle, là on parle de sanglier, quand on parle de cervidés, donc chevreuils, cerfs, etc., eux ils font peser une énorme pression en fait sur le renouvellement de la forêt, et ils font peser un énorme poids sur la biodiversité végétale.
Donc là, le sanglier qui est un omnivore, c'est un petit peu plus varié. Et donc, vous vous réunissez en fait pour voir comment est-ce que vous pouvez régler le problème. Et alors, qu'est-ce qui ressort en fait de cette réflexion, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place chez toi pour ça? Disons que ça a permis de mettre en commun des expertises qui étaient quelque part, ou déjà des visions qui pouvaient être opposées, mais des expertises qui pouvaient être complémentaires. Et donc progressivement, ça m'a amené à mettre en place des aménagements sur l'ensemble de la ferme. Donc c'est pas le tout de mettre des clôtures, de chasser le sanglier, mais en même temps, il faut garder des zones tampons pour pouvoir nourrir ceux qui peuvent traîner par là, parce que une clôture ne sera jamais assez efficace pour les laisser en dehors. On a écarté également l'ensemble du vieux matériel de la ferme. On avait un peu de vieillerie, on l'a écarté sur le territoire, qui peuvent être aussi une forme de refuge pour des oiseaux. Alors c'est un terme agricole, écarté, hein. Ça veut dire répartir. Répartir, ouais. Donc on les a mis à des endroits stratégiques. On a fait ça aussi pour que, disons que ça donne un petit peu une originalité supplémentaire à la ferme, mais en clair, ça peut permettre à des oiseaux ou à un lièvre de s'abriter face à un sanglier, mais s'abriter aussi face à des rapaces, quoi. On a commencé à mettre de l'agrainage, donc on a conçu des systèmes d'agrainage où les sangliers ne venaient pas perturber, parce qu'en fait, si on essaye de nourrir des faisans, des perdrix, eh bien, on peut avoir des voleurs qui en profitent. Donc là, on a fait des cages avec d'anciens containers, et ça marche pas mal. On est en train aussi de les perfectionner avec une collecte d'eau. Ça, c'est un point qui est souvent ignoré, c'est que les individus ont besoin de manger, et c'est là que l'agriculture de conservation fournit quand même un couvert et de nourriture sur le sol avec toutes les graines qu'on laisse, assez intéressant. Mais en plein été, les besoins de boire est très important, et donc avoir des points d'eau. Et là, c'est des systèmes de collecte de pluie qui rendent un petit réservoir qui permet de redistribuer de l'eau. Ça commence à pas trop mal marcher, donc il y a un côté bidouillage, innovation dans le système. J'ai également conçu des bandes autour des parcelles qui font entre 8 et 12 mètres, qui permettent d'avoir une végétation fleurie en plein été, et qui permettent aussi du refuge pour les oiseaux ou les lièvres lorsqu'on est en récolte, qui permettent aussi de faire circuler les moutons tout autour de la ferme. Alors ça arrange un petit peu le berger, parce que les moutons peuvent se déplacer d'une zone de jachère qu'ils ont à pâturer à une partie de prairie, et tout en entretenant ces zones-là. Et ces zones-là sont aussi, comme elles sont gérées, disons de manière un petit peu différenciée, d'avoir des fleurs aussi toute l'année, qui a permis d'accueillir un second apiculteur sur la ferme. Et donc c'est Mathilde qui fait également de la gelée royale maintenant sur mon exploitation. Donc en fait, on a essayé d'associer à la fois les moutons, les abeilles, l'agriculture. Je suis persuadé que ces bandes vont avoir un impact également sur la biodiversité, qui va limiter ou renforcer un petit peu ma résilience dans les parcelles à côté. J'ai vu aussi que le long des haies, ça nous donnait des zones de tir pour le sanglier, alors qu'avant, la culture allait jusque sur le bord de la haie. Et c'est enfin ces bandes-là un super moyen de communication, parce que lorsque vous visitez la ferme en juillet ou comme la dernière visite au mois d'octobre, bien ma foi, on voit qu'on est en train de faire de l'agriculture, mais une agriculture vraiment différente, sans pour autant nuire de manière importante à la productivité globale de l'exploitation.
Alors, on voit, c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans les autres épisodes, mais on voit qu'il y a une forte biodiversité de ton écosystème économique et qu'en fait tout se croise et tout se renforce. Et ce qui serait sans doute plus compliqué sur des exploitations un peu plus monotypées. Mais donc des aménagements, petits gibiers, etc. L'impact recherché sur le sanglier, c'est quoi? C'est qu'il ait peur et qu'il fuit le territoire, c'est qu'il puisse être mieux contrôlé, c'est que ces aménagements vont en fait exercer une pression sur sa population d'une manière ou d'une autre. Quel est l'objectif? Et puis est-ce qu'aujourd'hui en fait c'est effectif? Alors, on court après plusieurs objectifs en fait. C'est un petit peu comme le même objectif qu'on aurait avec les limaces. C'est pas d'éliminer toutes les limaces ou pas d'éliminer tous les sangliers, mais faire en sorte que s'il y a des sangliers, nous ennuie moins. Mais qu'on ait une certaine régulation. Donc déjà avec les propriétaires, c'est de leur remettre dans la tête le petit gibier qu'on avait en Sologne et faire en sorte que, ils aient envie de revoir des faisans, ils aient envie de revoir des perdrix, ils aient envie de revoir des lapins et de retrouver un peu la chasse d'antan qu'avait fait la réputation de la Sologne, qu'ils soient même prêts, ces propriétaires, à consacrer un petit peu d'aménagement. C'est également d'augmenter la pression de chasse à travers eux, à travers nous, parce qu'on a installé des miradors également sur la ferme pour améliorer la surveillance et la pression de chasse. Il faut savoir que si on laisse une laie là cette année, comme la chasse vient de fermer, mais il y a une prolongation pour le sanglier, on retrouvera normalement 10 petits dans un an. Dont certains pourront déjà repartir en production. Donc on est dans une stratégie souris en matière de développement du sanglier. Faut vraiment être prudent par rapport au nombre qu'on va laisser sur place, sachant que les populations bougent beaucoup et vont réenvahir un territoire. Donc il faut que tout le monde continue à faire une pression. Il y a aussi la circulation des individus sur la ferme. Aujourd'hui, il y a 2 personnes qui gèrent 2 troupeaux de moutons sur la ferme, plus les autres activités. Ça fait qu'on a plus de déplacements, de circulation. Et en fait, le sanglier, c'est un peu l'individu qui envahit le territoire quand les humains reculent. Et là, en fait, on est en train de réenvahir le territoire. Et cette quantité d'humains qui circulent sur la ferme a certainement un impact intéressant, et c'est la multiplication de ces impacts-là qui fait qu'on sera plus en système de gestion, et on l'a vu déjà l'année dernière, hein. C'était les parcelles qui n'étaient pas entourées, les parcelles qui sont un peu au loin, que j'ai pas délaissées d'une certaine manière, où j'ai eu le plus d'attaques et le plus de dégâts, alors que les parcelles qui étaient donc dans la zone gérée, où là les dégâts étaient, je dirais, acceptables d'un point de vue agricole et gestionnaire du système. Alors c'était pas sans effort, mais les dégâts étaient acceptables. Donc ça nous encourage à poursuivre. Côté petit gibier, on n'a pas chassé depuis le petit gibier depuis 3 ans. On est parti avec une population quasiment inexistante, que ce soit prairies, lapins, faisans. On a vu réapparaître l'année dernière les premiers faisans, alors qu'on voulait être faisans sauvages. On a eu à peu près sur un territoire de 150 hectares, on a eu les 4-5 premières nichées de faisans l'année dernière. Ça s'est bien passé. Et on voyait un petit peu de population de faisans à l'automne. C'était pour moi une première, puisque j'ai été élevé dans ce contexte-là d'une chasse petit gibier, et on n'avait pas vraiment de problème de sanglier lorsque j'étais jeune. Et là, on voyait du faisan un petit peu partout autour de la ferme. Et aux dernières nouvelles,
un de mes collègues m'a dit avoir levé une dizaine de faisans. Là, on est début mars dans une parcelle. Donc, c'est déjà un très bon indicateur. Si on commence à voir cette population qui se densifie, avec des faisans qui sont sauvages, donc des faisans qui vont pouvoir bien se battre dans l'environnement, parce que la Sologne était devenue une zone de faisans lâchés, de faisans d'élevage, qui était, une fois qu'ils n'avaient pas été la proie des chasseurs, qui était la proie des renards et des sangliers, qui, au contraire, multipliaient le problème plutôt que de gérer le problème. Alors des faisans qui partent facilement à 100 ou 200 mètres devant les chasseurs, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Donc, on aura une réunion très prochainement, en mars, là, fin mars, ce qui va nous permettre de faire un comptage, de voir où on en est au niveau de l'évolution des populations. Et puis, on a un contrat qui est passé avec l'OFB, qui devrait durer normalement 3 ans, qui va nous permettre de prendre un stagiaire qui va être une stagiaire pendant 14 semaines, qui va être présente à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, qui va permettre de gérer, de voir comment fonctionnent les aménagements, et elle va aussi nous faire des relevés d'insectes pour qu'on voit un petit peu plus l'impact de nos pratiques et de nos aménagements sur les insectes. Alors l'astuce, ce sera les insectes avant pâturage, pendant pâturage et après pâturage. Donc on va commencer à avoir des informations assez intéressantes au-delà de l'aspect simplement gibier. Merci Frédéric, et puis la transition est toute faite, parce que maintenant qu'on va parler d'insectes, on va donner la parole à Johanna. Alors avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc oui, Johanna Villeneuve-Chassé, je suis entomologiste, spécialiste des insectes auxiliaires qui sont importants en protection des cultures, puisque les insectes, on peut les trouver aussi pour la pollinisation ou dans la biodiversité des sols, mais moi c'est vraiment plus, on va dire, les insectes aériens en protection des cultures. J'ai un doctorat et à la suite de mon doctorat, j'ai créé mon propre laboratoire qui s'appelle Flore Insectes, et ça fait 15 ans maintenant, et je travaille surtout pour les agriculteurs, mais dans différents types d'agroécosystèmes. Donc je travaille en grande culture, mais aussi en verger, en vigne, en maraîchage, en horticulture, pépinière et même dans les espaces verts. Alors quand on parle d'agriculture de conservation ou de régénération des sols, on entend souvent ce mot biodiversité fonctionnelle, où effectivement on peut imaginer que quand on a des communautés vivantes, dont les insectes qui sont bien représentés sur place, etc., on a moins d'attaques de ravageurs. Alors les ravageurs, ça peut être des limaces, ça peut être des pucerons, ça peut être des charançons. Enfin, il y a énormément de ravageurs en agriculture qui sont plus ou moins contrôlés par une biodiversité dite fonctionnelle, parce qu'elle a des fonctions dans cet écosystème. La première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est en fait, comment est-ce qu'on peut estimer l'importance de cette biodiversité, de ces espèces qui travaillent au quotidien dans les champs? Alors pour juste un petit peu remettre un peu quelques petites bases, quelques notions. Donc effectivement, on peut parler de ravageurs, de nuisibles. Même maintenant, on utilise le terme de bioagresseurs. Et en fait, ce sont des phytophages. Et ils sont liés à des plantes. Ils sont souvent très spécifiques. Donc chaque plante a son ou ses phytophages. Et donc ils deviennent nuisibles parce qu'ils sont en compétition tout simplement avec nous sur l'alimentation. Et en fait, c'est moins de 1% des espèces d'insectes qui sont considérées comme nuisibles. Donc en fait, le reste, c'est, on va dire, une biodiversité qui va être utile, ou en tout cas moins préjudiciable, ou pas préjudiciable du tout, et qui pourra apporter effectivement des services aux agriculteurs.
Donc après, ces services sont variés. Donc effectivement, c'est ce que j'avais dit, il y a la pollinisation, il y a tout ce qui est lié à la vie du sol et donc à la santé du système racinaire. Et donc après, il y a les prédateurs et les parasitoïdes qui vont être intéressants pour protéger les plantes contre les attaques des bioagresseurs. Voilà. Tu peux nous donner quelques exemples assez emblématiques en fait en termes de contrôle justement des bioagresseurs? Le plus célèbre, on va dire, c'est le puceron. Ou plutôt les pucerons, parce qu'il y a plusieurs espèces de pucerons. Et là, du coup, il y a quand même des pucerons qui sont assez polyphages, comme par exemple le puceron vert du pêcher, Mysis persicae, qui pose des problèmes parce qu'il transmet par exemple certains virus comme la jaunisse sur la betterave sucrière. Et donc là, évidemment, réintroduction des néonicotinoïdes. Donc là, c'est très important. Mais par contre, les pucerons, heureusement, ont différents ennemis naturels. Et là, ils sont très, très, très variés. Il y a différentes familles et différentes espèces au sein de ces différentes familles. Donc juste pour dire, chez les coccinelles, donc c'est une famille, une seule famille, mais il y a 135 espèces de coccinelles. Donc là, beaucoup mangent des pucerons. Il y en a aussi qui vont manger des acariens et des cochenilles. Mais voilà, la plupart mangent des pucerons. Et on va avoir des espèces un petit peu plus précoces, d'autres un peu plus estivales et d'autres un peu plus tardives. Donc plus on va effectivement diversifier les habitats et diversifier la flore, plus on va effectivement attirer de nombreuses espèces de coccinelles qui vont intervenir à différents moments et sur différents types de cultures, du coup. Alors, il y a deux choses. Quand on peut parler de biocontrôle, donc le contrôle par des organismes vivants. C'est quelque chose qui est assez facile, entre guillemets, quand on est dans un milieu fermé, par exemple la production sous serre, maraîchère ou horticole, où on va en fait faire des lâchers des lâchers d'insectes qui vont venir faire du biocontrôle, etc. Dans un milieu ouvert qui est l'agriculture, en fait, ça passe davantage par les pratiques et les aménagements. Et donc, avec ton regard d'entomologiste, si on a envie d'avoir un contrôle efficace sur une parcelle, quelles sont les pratiques qui favorisent en fait cette diversité utile d'une part, et quels sont les aménagements également qui vont avoir ce rôle de renforcement? Alors c'est pour ça que là c'est très important de savoir déjà reconnaître les différents auxiliaires qui peuvent être présents sur les parcelles, connaître leur bioécologie pour savoir qu'est-ce qu'on va apporter après derrière. Donc souvent on va s'intéresser déjà aux cultures qui peuvent être présentes chez l'agriculteur, les problématiques, donc imaginons encore les pucerons parce que c'est le plus simple. Donc après, comment on va faire pour attirer ces ennemis naturels-là, donc qui sont très variés, et donc la bioécologie de ces insectes auxiliaires. Donc on va prendre un autre exemple qui est la famille des cirfes. Donc les cirfes sont des mouches. Alors bon, les spécialistes de cirfes vont dire que c'est pas vraiment des mouches, mais c'est quand même des diptères, on va dire, hein, et qui ont leur importance puisque les larves sont prédatrices de pucerons. Donc elles peuvent manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Mais les adultes ont besoin de pollen, et surtout les femelles. Alors, elles peuvent manger aussi du nectar, mais les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir faire leurs œufs. Donc plus elles vont manger de pollen, plus elles vont pondre des œufs. Et ça peut être jusqu'à 30-40 œufs par jour, qui vont donner donc des larves qui peuvent manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Donc on est dans un système artificiel, hein, qui est l'agriculture. On apporte en quantité, on va dire du colza. Donc on va avoir en quantité du puceron. Donc il faut avoir en quantité incroyable des auxiliaires. Et donc on va artificialiser le milieu en apportant des fleurs en quantité et à différentes périodes. Donc si c'est par exemple sur la problématique puceron sur colza, donc on peut en avoir en automne, mais aussi au printemps, ou en tout cas à la fin de l'hiver, et donc il faut avoir des fleurs à ces époques-là. Donc c'est toute l'année, c'est pas qu'en été, mais vraiment toute l'année. Et donc ça demande de la réflexion, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme plantes qui vont fleurir à ces périodes-là, mais aussi les dates de semis. Et puis donc au départ, on peut travailler effectivement
en bordure, sur les bordures, parce qu'on va s'entraîner, c'est tout un savoir-faire hein, de semer aussi des fleurs, parce qu'on sait peut-être semer du colza ou du blé, mais on ne sait pas forcément semer une diversité de fleurs sauvages. Donc voilà. Et puis en fait, on travaille au fur et à mesure pour apporter aussi des fleurs à l'intérieur des parcelles, en intraparcellaire, avec régulièrement des bandes ou des îlots, hein, ça peut être juste des îlots, mais qui aient un rayon d'action assez important, sachant que les auxiliaires, ils agissent sur 200 mètres autour. Donc voilà. Donc il faut avoir cette idée-là en tête, donc pour pouvoir apporter régulièrement des îlots, des bandes, des spots fleuris un peu partout. Donc ça passe, on n'a pas encore parlé de pratique, mais j'y reviendrai, mais en termes d'aménagement, c'est-à-dire en fait effectivement avoir des infrastructures essentiellement liées donc à des fleurs, si j'ai bien compris, dans le paysage. J'imagine que ça peut passer aussi par des bandes enherbées, des haies, des choses comme ça. Dans les pratiques, et c'est là où la question que j'ai envie de te poser, comment est-ce que tu as croisé la route de l'agriculture de conservation ou de la régénération, des agricultures régénératrices? Est-ce que c'est en fait une agriculture qui va dans ce sens-là? Est-ce qu'elle y va de manière imparfaite ou est-ce que en fait ça n'a rien à voir? L'agriculture de régénération n'a rien à voir avec la conservation de la biodiversité. Je dirais c'est très important parce qu'en fait, je dirais que mes premiers agriculteurs que j'ai formés étaient en conservation du sol. Parce qu'il y a, on va dire, cette notion qui est en tête de conserver déjà la biodiversité du sol. Et donc, une fois qu'on s'intéresse à la biodiversité du sol, on va commencer à s'intéresser à la biodiversité aussi aérienne. Et donc, il se pose des questions. Donc, c'est comme ça que je suis intervenue au départ. J'ai donné des formations, ou en tout cas, on va dire une sensibilisation au tout départ, des tours de plaine, et puis au fur et à mesure, des formations de plus en plus poussées, et travailler vraiment avec des agriculteurs à mettre en place des aménagements. Et donc, c'est ça, ce qui se passe en fait avec eux, c'est qu'on travaille sur leur exploitation, sur photographie aérienne notamment, et on réfléchit à ce qu'on va mettre en place, et sur plusieurs années, parce que évidemment, ça a un coût, donc on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a l'implantation des haies, mais le temps que ça pousse, voilà, ça n'agit pas tout de suite. Donc les fleurs, c'est primordial, puisque là, du coup, là, ça a une action immédiate, ou en tout cas, on va avoir augmentation de la population d'auxiliaires, même des fois, enfin moi j'ai des chiffres, ça double dès la première année. Mais après, voilà, il y a plein de choses à mettre en place, et en tout cas que ça reste pérenne. Voilà, donc on va travailler sur des mélanges fleuris, par exemple, différents, et ça se complète avec les... Autre chose aussi qui est important, si on se place du point de vue de l'agriculteur qui va être, alors au travers de l'agriculture de conservation, confronté à tout un tas de problèmes, de la même manière d'ailleurs qu'un agriculteur qui passerait en agriculture biologique. J'ai un problème de structure dans mon sol, je fais un profil de sol, et en fait j'arrive à voir immédiatement mon problème et à pouvoir le corriger à court terme avec du cholage, du travail du sol, des couverts végétaux, etc. J'ai un problème de fertilité, ça se voit assez vite aussi. J'ai des plantes qui ne poussent pas, qui ne font pas le rendement escompté, etc. J'ai un problème de salissement, c'est déjà plus long. C'est-à-dire que là, j'ai un problème de salissement, je le vois 2, 3, 4 ans après. Mais ça, j'y arrive à voir. En ce qui concerne les maladies et les ravageurs, c'est quelque chose qui est très très compliqué à analyser pour un agriculteur. Et en fait, il faut faire une espèce de pari, en pariant qu'en investissant dans la biodiversité, etc., en gros, on va mieux contrôler. Mais ce n'est pas parce que nous aurons développé des infrastructures paysagères pour lutter contre, au choix, les pucerons, les limaces, en plus gros, les campagnols, qu'en fait, à l'année N, on n'aura pas de problème. On peut avoir un problème de maladie qui impose en fait l'utilisation d'un fongicide. On peut avoir des attaques de pucerons en fait, qui risquent de compromettre totalement la récolte avec des viroses, etc.
Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Comment est-ce qu'on peut gérer? Et est-ce que le fait d'agir en pompier, en décidant, là, il faut que je mette un insecticide, j'ai une attaque de ce qu'on veut, pucerons, altises, etc., il faut que j'agisse. Est-ce que cette action, en fait, elle est irréversible? C'est-à-dire, est-ce qu'on ruine tout le travail qui a été entamé les années précédentes? Ou est-ce qu'il y a une sorte de notion de résilience et de tampon si on a musclé un petit peu l'écosystème? Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, comment est-ce qu'on peut mesurer en fait l'efficacité de ma biodiversité chez soi, dans mes cultures? Il faut que je retienne toutes ces questions. Donc en fait, déjà, les années se suivent, ne se ressemblent pas en matière de bioagression. Donc par exemple, dans des conditions plutôt chaudes comme en 2020, c'était plutôt année puceron, 2021 plutôt année limace, on va dire, parce que plus humide. Donc effectivement, c'est un peu la surprise. Qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un potentiel auxiliaire présent. Donc c'est pas toujours facile à évaluer, mais j'essaierai d'expliquer comment. On essaye, en tout cas. Donc je vais donner le cas par exemple en verger, où en 2020 effectivement c'était une année puceron, donc le puceron cendré du pommier, qui fait vraiment des dégâts très importants, puisque normalement le seuil d'intervention c'est un puceron détecté, ça déclenche un insecticide. Donc c'est très difficile, il faut tout revoir. Donc quand on commence à réaménager dans les parcelles, alors des fois on construit les parcelles en amont, donc on va planter des haies à l'intérieur même des parcelles, alors des haies plutôt arbustives, et puis des fleurs complètement dans les parcelles, avec des fleurs qui sont situées plus exactement dans les interrants. On voit qu'il y a une biodiversité plus importante. Disons que c'est pas toujours facile à évaluer pour le producteur en lui-même, parce que souvent ils me le disent, Johanna, c'est bien gentil, mais bon, j'arrive pas forcément à identifier et à voir tes insectes, parce que déjà quand ils ont passé 50 ans, c'est plus difficile de voir les petites bêtes. Mais ils voient quand même qu'il y a de la vie, et que cette vie elle est différente des bioagresseurs qu'ils avaient l'habitude de voir, et des dégâts qu'ils pouvaient apercevoir. Donc souvent ils font un petit peu plus confiance du coup, parce que déjà ils ont mis en place des aménagements, qu'ils voient qu'il y a de la vie, qu'il y a des choses qui se passent. Et effectivement, sur les parcelles qui sont aménagées, l'insecticide après floraison n'est plus obligatoire. Et en tout cas, on l'a vu en 2020, vraiment sur les parcelles aménagées, un peu partout dans l'Ouest. Donc voilà, donc déjà ça c'était très satisfaisant. Après, pour le mesurer, c'est pas toujours facile. Ce qu'on arrive à mesurer, c'est quand même que chaque année, il y a des nouvelles espèces qui sont dans les inventaires. Alors, c'est des suivis. Alors, par contre, là, il faut plutôt des entomologistes, on va dire, avec un protocole précis. Donc, effectivement, moi, j'utilise un protocole qui est exactement le même dans tous les types d'agro-écosystèmes. Donc, ça me permet de comparer les agro-écosystèmes entre eux, mais également de voir l'évolution dans le temps. Et on voit des nouvelles espèces qui apparaissent dans ces parcelles-là, par rapport à d'autres où ça reste complètement stable, la quantité stable, mais la diversité aussi, le nombre d'espèces. Alors que dans ces espèces aménagées, dans ces parcelles aménagées, la quantité est variable, évidemment, en fonction de la quantité de proies, donc de bioagresseurs, donc c'est pas facile à mesurer, mais ça va être plus le nombre d'espèces. Et donc voilà, ça apparaît chaque année, on a de nouvelles espèces qui apparaissent. Alors ça peut être des auxiliaires pour la protection des cultures, mais aussi des abeilles sauvages tout simplement. Il faut savoir qu'il y a 1000 espèces d'abeilles sauvages, et que l'abeille à miel c'est une seule espèce. Donc en fait on voit dans ces parcelles qu'il y a de plus en plus de biodiversité, et que si effectivement il y a une année où il y a eu des soucis et qu'il a fallu intervenir avec un insecticide, ça n'a pas posé problème après dans la suite, puisqu'en fait ces aménagements ont permis quand même qu'il y ait une augmentation de la biodiversité derrière. Et c'est pas les insecticides qui ont tout détruit. Au contraire, voilà, on voit que les aménagements ont permis du coup une augmentation de la biodiversité, et donc ce qui va permettre aussi de réduire les insecticides. Donc il vaut plus
vraiment penser en termes d'aménagement pour favoriser une biodiversité fonctionnelle que essayer de réfléchir sur les insecticides où là justement on va être là ah bah mince je vais pas pouvoir utiliser d'insecticides si je mets des fleurs. Dans ces cas-là je mets plus de fleurs du tout dans mes parcelles et comme ça je pourrais les utiliser quand je veux et je ferai moins de dégâts. Mais de toute façon les insectes s'ils veulent être là, pour qu'ils soient présents, bah, il leur faut le gîte et le couvert. Donc c'est pas les insecticides forcément qui vont faire le plus de dégâts, c'est le manque de gîte et de couvert. Alors ça c'est un point intéressant. Et avant de laisser la parole à Frédéric, il y a un point, est-ce qu'en termes de pratique et d'utilisation de matières actives, il y a des produits qui sont réellement à éviter parce que, je ne sais pas, ils ne sont pas sélectifs ou ils ont un spectre trop large ou ils sont trop rémanents? Est-ce que juste en termes de pure technique, il y a vraiment des choses où il faut faire très attention ou en fait il n'y a pas de règles en ce domaine? Alors, on essaye quand même d'utiliser un insecticide qui n'ait pas trop d'impact négatif sur l'entomofaune auxiliaire, surtout si, évidemment, il y a eu des investissements sur les aménagements pour l'entomofaune auxiliaire. C'est pas toujours évident, mais quand même, c'est réfléchi à ce niveau-là. Après, même en agriculture biologique, hein, les insecticides, c'est large spectre. Hein. Mais ce qu'on cherche à avoir, c'est quand même la meilleure rémanence, en fait, résilience du site. Et donc, plus on a un site qui est diversifié au niveau des habitats, de la flore, plus on a un site qui est résilient. Donc, en fait, j'ai vraiment du mal à évaluer l'impact des insecticides sur les parcelles. Imaginons, je sais pas, dans une parcelle où il n'y a rien, bah il n'y a pas de vie. Donc forcément, si je viens après un insecticide ou même 3 semaines après, bah, je verrai rien puisqu'il n'y avait rien. Et au contraire, si on est sur une parcelle qui était très riche et qu'il y a eu un insecticide, bah certes, 2 jours après, je vais peut-être voir, effectivement, il y a eu peut-être une diminution, mais en fait, si je reviens bien 3 semaines après, c'est revenu et beaucoup plus haut que, évidemment, la parcelle où il n'y avait vraiment aucun aménagement. Donc, de toute façon... Merci Johanna. Frédéric, tu voulais réagir? Ouais, je voulais reprendre par rapport à cette difficulté d'évaluation, parce que, ma foi, nous sommes des agriculteurs, et en fait, on a appris un petit peu dans les milieux AC par rapport à la vie du sol. Donc on sait reconnaître des vers de terre, on sait reconnaître des carabes, mais c'est vrai que lorsqu'on parcourt les champs avec Johanna, elle nous fait découvrir tout un tas d'individus avec lesquels on vit au quotidien, mais on les a jamais vus, et par contre eux nous observent peut-être et ils peuvent être utiles. En fait, on était souvent très très concentrés sur le 1% d'ennuyeurs, et on avait complètement oublié tous ceux qui pouvaient nous être utiles ou qui étaient indifférents, qui vivaient avec nous. Faut qu'on accepte aussi les grandes oscillations qu'il peut y avoir. Et j'aime bien le graphique que tu nous proposes de temps en temps, où en fait, entre ravageurs et auxiliaires, où c'est toujours une course avec un équilibre qui est jamais défini, parce que les conditions climatiques, les conditions de milieu vont arriver et vont être très, très perturbatrices. Et effectivement, même avec les meilleurs aménagements, ça peut déraper, et il faut rester agriculteur et pas hésiter à sauver les récoltes, pas être dans le rêve. Et là, je pense que c'est très intéressant de pouvoir travailler avec des spécialistes des insectes, des gens qui aiment les insectes, mais qui comprennent la problématique des agriculteurs. Et en fait, après, moi, dans la mesure, je me suis rassuré avec mon petit gibier. En fait, c'est mes faisans, mes perdrix, qui sont un peu mon indicateur de la biodiversité sur mon exploitation. C'est aussi l'arrivée des apiculteurs. Et des apiculteurs, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'automne dernier, quand Mathilde me dit quand j'ai amené les abeilles chez toi, elles étaient mal en point.
Et au bout d'un mois, j'ai retapé mes ruches en les amenant chez toi. Bah ça, moi, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à voir ce que peut apporter la qualité du biotope que je fournis à des abeilles. Mais si j'ai aidé à retaper ces abeilles, c'est signe que il y a tout un tas d'insectes qu'on peut en profiter à côté. Et en fait, c'était aussi une frustration que j'avais, parce que normalement, l'agriculture de conservation doit être favorable au petit gibier, parce qu'on laisse des graines en surface. On a aussi une quantité d'insectes à la surface du sol, des limaces, etc., qui peuvent permettre une survie de tout ce gibier-là, hormis le côté qu'ils peuvent se cacher dans les couverts, il y a une certaine protection, ils ne sont pas détruits par les multipassages de travail du sol, etc. Mais en fait, je ne voyais pas émerger sur ma ferme cette biodiversité aérienne, ces oiseaux, que je commence à revoir aujourd'hui. Donc on en revient au sanglier, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des points importants qu'il faut franchir, mais après c'est un jeu, et une fois qu'on a compris qu'on peut aller plus loin, et surtout qu'on se fait aider par des gens qui ont une expertise complémentaire, on continue à progresser. Et à ce sujet-là, j'aimerais bien que tu me reparles un petit peu des orties et des carottes sauvages. Qui sont présentes sur ta ferme, enfin qui sont présentes souvent dans beaucoup de fermes. En fait, les orties, l'intérêt des orties déjà, c'est que ça héberge des pucerons, mais des pucerons spécifiques, les pucerons de l'ortie, qui n'iront jamais ailleurs. Donc du coup, c'est un réservoir naturel de pucerons et donc d'auxiliaires. Et en plus, souvent les pucerons, ils apparaissent assez tôt sur les orties, donc ça peut servir même de plante relais. C'est-à-dire que du coup, les coccinelles apparaissent très tôt en fait sur les orties, au mois de mars. Parce qu'ils trouvaient justement des pucerons et vont pouvoir aller après sur les cultures beaucoup plus facilement si on accepte les orties en bordure. Et puis pour ce qui est des carottes, les carottes c'est quand elles fleurissent, c'est le paradis. Enfin moi j'adore. Parce que ça offre du nectar et du pollen à de nombreux auxiliaires. Donc j'ai parlé tout à l'heure des cirfes, mais il y a aussi les chrysopes qui ont des larves qui sont prédatrices généralistes, donc qui mangent les acariens, les pucerons, les thrips, les alrodes, en fait tout ce qui peut se trouver sur une plante. C'est celles qui font leurs œufs au bout d'une tige. C'est ça. Comme, voilà. Comme des petits cotons-tiges ou des épingles. C'est ça. D'accord. Voilà, mais en plus petit. En plus petit. Voilà, l'œuf il fait que 1 mm, mais il est vert. Et effectivement, c'est le seul insecte qui pond sur un filament. Et donc voilà, les chrysopes, les cirfes. Il y a aussi les hyménoptères parasitoïdes. Donc là, qui sont très utiles. Alors, qu'est-ce qu'un hyménoptère parasitoïde ? En fait, c'est une micro-guêpe, on va dire, qui pond à l'intérieur d'un insecte. On va dire que chaque insecte a son ou ses parasitoïdes. Et contrairement aux parasites, ça tue forcément leur hôte, donc qui est forcément une proie. Et ça, on n'a pas l'image là, mais une fois que quelqu'un vous a expliqué, quelqu'un comme Johanna vous a montré des pucerons qui sont parasités, qui ressemblent à des momies, enfin on appelle ça des momies. Des momies, en fait, c'est une fois que quand vous l'avez vu une fois, vous êtes capable d'évaluer le niveau de parasitage, de parasitisme d'une population de pucerons, et on voit que c'est pas quelque chose d'anecdotique. Hein. Non, et justement, on peut avoir du parasitisme sur pucerons de 95 à 99% quand ils sont bien présents, voilà. Et donc c'est ce qu'on cherche à faire justement, notamment sur la betterave sucrière, mais aussi sur colza, etc. C'est d'héberger, même pendant l'hiver, ces parasitoïdes-là, par exemple, de pucerons, qui vont parasiter d'autres pucerons dans les plantes relais qu'on va apporter. Donc soit en bordure, soit en intraparcellaire, ou même dans les cultures associées. Et voilà, comme ça, parce qu'ils passent l'hiver dans les momies, justement. Donc voilà, donc il faut qu'ils aient trouvé un puceron de substitution, donc ça peut être du coup sur l'ortie, et donc voilà. Et comme ça on peut avoir les parasitoïdes, et donc sur les fleurs de carottes, il y en a d'autres, hein.
Ça me vient... Ah si, les punaises prédatrices aussi, il y en a. Mais bon, voilà, moi j'adore. Moi, souvent j'en parle, mais il peut y avoir aussi le fenouil, l'ânette, tout à piacer. Donc en fait, je confirme. J'avais à 2 endroits différents sur la ferme un petit buisson d'ortie qui s'était créé, que je m'apprêtais à broyer parce que c'est vrai que c'est pas joli. J'aime bien les bandes enherbées, que ce soit un peu clean. Et un jour, en passant avec Johanna, elle m'a raconté cette histoire-là, que je pouvais développer des premiers pucerons et de renforcer un petit peu l'ensemble de ma faune et auxiliaire, et qui allait me défendre contre les futurs pucerons. Donc j'ai regardé de manière très différente cette bande d'ortie. Et puis 15 jours plus tard, je suis passé avec les gens de l'OFB à côté de le même petit buisson d'ortie. Et là, ils ont eu un discours différent, mais complémentaire. Ils m'ont dit que, mais en fait, les faisans adoraient nicher dans les orties parce qu'ils y trouvaient protection et d'autres insectes qui leur apportaient un peu un menu intéressant. Donc je me suis dit, bien ma foi, 2 bonnes raisons de ne pas sortir le broyeur. Ça en faisait même une 3e parce que ça m'évitait un travail et que je n'avais pas le temps de le faire. Donc tout ça pour dire qu'il faut accepter aussi d'avoir quelque chose qui n'est pas si clean, lissé. On a besoin d'une vieille trogne, on a besoin d'un petit tas de bois, on a besoin d'un tas de pierres, voire quelques pneus qui traînent, une petite bouée d'ortie. En fait, on pourrait concevoir des fermes avec des bandes enherbées, des bandes fleuries, tout nickel, mais on ne serait pas si bon que si on laisse aller un petit peu plus la diversité dans les champs, sans devenir poète. Ça a été la même chose pour les carottes sauvages, puisque dans une bande enherbée, il y a des carottes sauvages qui sont installées. Bon, évidemment, l'agriculteur que je suis, qui a été éduqué à regarder ça plutôt comme une adventice, et la possibilité d'émettre des graines qui vont polluer ma parcelle ou mes parcelles adjacentes, a été plutôt de dire comment je gère. Et lorsque on a regardé ça d'un petit peu plus près, et je me suis rendu compte que en fait, c'était peut-être une chance que les carottes sauvages aient réussi à survivre mon mélange de légumineuses. Et tu avais même rajouté qu'on pouvait faire d'excellents miels avec les carottes sauvages. Donc c'est là qu'on a besoin de se croiser, d'échanger, de s'écouter. Et en fait, c'est là que je m'aperçois aujourd'hui tout le travail que l'on fait. Et grâce au sanglier, ma foi, ça m'a permis de rencontrer Johanna et tout un tas de personnes qui ont des compétences, des expertises que je n'ai pas. On avait aussi la personne de la LPO qui avait entendu des chardonnerets et l'alouette Lulu. Je n'ai jamais entendu ni un chardonnay ni d'alouette Lulu personnellement, et je pense que mes oreilles sont un peu cassées, que je les entendrai plus. Si tu les connais, mais... Tu dis ? Tu les connais, ces chants, mais sans savoir qui c'est. Oui, mais voilà, on a des gens qui sont capables de voir les oiseaux avec leurs oreilles, et c'est fantastique. Et c'est en fait de sortir de l'aspect en fait conflictuel que je pouvais avoir avec les sangliers, où seule une carabine était le bon moyen de gérer la chose, ou l'aspect conflictuel qu'on peut avoir avec les pucerons, qu'on peut avoir avec tout un tas d'ennuyeurs de nos parcelles, où seul l'insecticide ou le travail du sol peut être le moyen de gérer le problème. Mais on s'aperçoit que quand on peut réunir les gens et les compétences, on ne va pas s'interdire les outils, parce qu'on chasse encore les sangliers, parce qu'on utilise encore des insecticides, etc. Mais on va pouvoir progressivement réinviter et réinviter toute cette biodiversité qui des fois dérape,
Et là, il faut qu'on reste agriculteur, mais qui, globalement, peut nous apporter beaucoup de résilience, quoi. Merci Frédéric, ça sera le mot de la fin. Donc on a terminé sur la philosophie. On voit que la complexité, c'est la mère de la résistance et de la résilience. Et voilà, de toute façon, la situation internationale, on n'a pas le choix, nous pousse à la complexité et à devenir plus intelligent. Et effectivement, c'est toujours plus intéressant de sortir des mélanges fleuris que sa carabine, même si les deux, on a compris, ne sont pas incompatibles. Voilà. Alors, on vous remercie. C'était le 5e rendez-vous et on va alors clôturer, mais pas tout à fait. On va clôturer un petit peu ces rendez-vous d'une campagne agricole. Frédéric, lui, va reprendre le chemin des champs et les semis de culture de printemps. On en fera peut-être une 6e quand il aura un petit peu de temps, au mois de mai-juin. On verra, on va vous trouver aussi un invité intéressant pour illustrer ce rendez-vous. Et puis en attendant, on vous donne rendez-vous sur un autre format, toujours en podcast, qui s'appelle l'Écho des campagnes, et qu'on va lancer très prochainement. Voilà, vous verrez, c'est un format qui est différent. C'est un format qui est plus généraliste. On parle avec en fait les acteurs de l'agroécologie de terrain aujourd'hui, pour comprendre un petit peu leur parcours, ce qui les motive et quelle est leur vision. Et puis voilà, merci beaucoup Johanna. Je vous en prie. Merci Frédéric. Merci Mathieu, et au plaisir de vous retrouver sous le mode podcast, vidéo ou directement avec les bots sur le terrain.